Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle donc Laurent Di Lanza. Alors, dès à présent, je tiens à dire que je ne suis pas un spécialiste de la théorie mathématique des jeux. Donc, on m'a suggéré d'intervenir sur ce sujet. Je trouvais l'idée particulièrement intéressante dans la mesure où ce que je vais vous raconter correspond aux formes d'activités qui ont été menées au sein d'établissements scolaires, au sein d'écoles primaires, au sein de collèges et au sein de lycées et de classes préparatoires, sur des domaines relativement variés et sur un mode vraiment ludique. Donc les jeux et les mathématiques, c'est précisément l'objet de ce que je vais vous raconter. Et je tiens à dire que, à l'heure actuelle, c'est vrai que, comme ça a été souligné précédemment, les mathématiques ne se prêtent pas forcément au jeu. C'est-à-dire quand on évoque le domaine des mathématiques, eh bien, il y a un effet de répulsion qui se produit. C'est vrai que lorsqu'on dit qu'on fait des mathématiques, eh bien, voilà, c'est pas forcément extrêmement reluisant, c'est même parfois péjoratif. Les mathématiques passent pour une discipline un petit peu obscure, avec un formalisme très, très abstrait. Et par le biais de ces activités proposées à des élèves, on essaie justement de leur prouver le contraire. À savoir que les mathématiques sont vraiment une discipline passionnante, connectée avec la réalité et connectée avec le jeu. Voilà. Voilà, donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, je vais vous présenter ici un certain nombre de choses qui concernent bien le lien entre les mathématiques et le jeu. Alors, lorsqu'on évoque une notion, alors au XXe siècle, on avait l'habitude de regarder sa signification dans le dictionnaire. Maintenant, la technologie a changé, comme on l'a dit, et si on s'en réfère à une référence électronique, lorsqu'on regarde un petit peu la définition du jeu, on trouve que, eh bien, je cite, le jeu est une activité d'ordre physique ou psychique, plaisante et improductive à court terme. Le jeu entraîne des dépenses d'énergie et de moyens matériels sans créer aucune richesse nouvelle. Voilà. Donc, c'est vrai que lorsqu'on évoque le jeu, eh bien, a priori, il y a une notion de plaisir qui intervient. On joue rarement sous la contrainte, et le jeu est source d'épanouissement. Alors, on dit que le jeu ne crée aucune richesse nouvelle. Bon, après, on peut discuter de cette question-là, sachant que le jeu, ça peut justement créer un enrichissement personnel. Et l'enrichissement, c'est une forme de richesse, évidemment. Le jeu, c'est quelque chose qui peut se jouer seul ou à plusieurs. Et il est généralement lié à un enjeu. C'est-à-dire qu'en définitive, que vous jouiez seul ou avec des adversaires, eh bien, il y a une finalité à ce jeu-là, généralement. Et puis, l'idée, c'est de remplir un objectif qui est fixé à la base. Alors, là, je vous ai mis quatre petites vignettes qui donnent quatre exemples de jeux. Alors, pour tout ce qui concerne les jeux de hasard, là, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. C'est vrai qu'on pourrait parler de tout un tas de jeux qui sont liés justement à un caractère aléatoire. Par exemple, c'est vrai que lorsque vous lancez les dés, eh bien, il y a un résultat que vous ne connaissez pas. Donc, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Moi, je vais juste donner quelques exemples dans le cas où il n'y a pas de côté aléatoire, dans un cas qu'on appelle déterministe. Voilà. Alors,
Je vais donc m'intéresser à la notion de jeu mathématique. Alors, qu'appelle-t-on jeu mathématique? Eh bien là, c'est pareil, lorsqu'on s'en réfère à la littérature, écrite ou électronique. Bon, eh bien, on dit qu'une activité correspondant à un jeu, elle est mathématique si, eh bien, déjà, le jeu génère en lui-même une tentative de résolution d'un problème donné. Donc là, ça veut dire que vous avez un objectif et il faut remplir cet objectif. Et puis, eh bien, pour mener à bien l'objectif fixé, eh bien, il est possible d'utiliser une technique méthodique de résolution et d'analyse. C'est-à-dire, on analyse le problème qui se pose et puis on essaie de trouver une stratégie permettant de remplir l'objectif fixe. Et puis, aussi, le joueur, lorsqu'il joue, eh bien, il a la possibilité d'anticiper. C'est vrai que dans pas mal de jeux que vous connaissez probablement, eh bien, le joueur se dit, ben voilà, moi, il faut que je fasse ça. Je joue, par exemple, avec un adversaire, et mon objectif, c'est de dire, ben, si l'adversaire va faire ça, moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y a la notion d'anticipation. Voilà. Et précisément, pour anticiper, ça veut dire qu'il faut mener une analyse. Et c'est l'analyse mathématique, la logique nécessaire qui distingue ce qu'on pourrait appeler un jeu mathématique de notre jeu. Alors ici, je vais vous donner 4 exemples de l'utilisation de l'analyse dans des cas précis. Alors, comme je vous le disais, ce dont je vais vous parler, ça correspond à des choses qui ont été étudiées par des élèves au cours de différents dispositifs. Alors, on a évoqué le stage Maths+. On a également travaillé à ces choses-là au sein du Collège des sciences qui s'est tenu il y a quelques années dans l'académie, mais aussi par un dispositif qui s'appelle Mathangé, qui est un dispositif de jumelage entre des établissements supérieurs et puis les établissements secondaires. Et puis, évidemment, la Fête de la Science qui se tient tous les ans et qui a eu lieu récemment dans toutes les villes de France. Donc, je vais évoquer quatre exemples montrant l'utilisation de l'analyse mathématique pour des jeux. Alors, tout d'abord, le jeu de Nîmes. Le jeu de Nîmes, je vais vous expliquer. Dans ce jeu-là, on peut dégager une stratégie gagnante, moyennant certaines hypothèses. Alors, l'hypothèse, c'est de commencer, évidemment. Il faut bien commencer, il faut que quelqu'un commence. Alors, si moi je commence, je vais gagner. Et le tout est de faire une analyse qui permet de voir dans quelle mesure on peut gagner. Alors, ce jeu de Nîmes, vous le connaissez, si vous regardez la télé, un célèbre jeu télévisé, justement, où les candidats sont confrontés à ce qu'on appelle le jeu des bâtonnets. Donc, je vous en parlerai. Je vais également parler d'un jeu que vous connaissez très probablement. Vous y avez probablement déjà joué, le jeu de Morpion. Alors, il y a plusieurs jeux de Morpion. Moi, je parlerai de ce qu'on appelle le tic-tac-toe, c'est-à-dire le Morpion 3x3. Il y a plusieurs généralisations. Où là, il n'y a pas de stratégie gagnante, mais une stratégie pour ne jamais perdre. Alors là aussi, on va essayer de voir, de comprendre un petit peu pourquoi. Et puis, je vais donner 2 autres applications de l'analyse mathématique sur des jeux individuels. Le premier, c'est un jeu de pavage. Et donc ça correspond à une activité que j'ai proposée à un public parfois très jeune, parfois d'école primaire. Donc sur un mode vraiment ludique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut faire par l'analyse et de constater finalement qu'on est bien peu de choses dans la mesure où, à l'heure actuelle, eh bien, le problème que l'on pose, il est encore ouvert. Voilà. Et là, il n'y a pas de stratégie gagnante. Et puis enfin, alors, on parlait de jeu en tant qu'activité physique ou psychique. C'est vrai que quand on parle de jeu, on parle de jeu de cartes, on parle de jeu
parle de tout un tas de jeux, mais dans lesquels c'est l'esprit qui est, comment dire, qui est réquisitionné. Et puis moi, je vais vous parler d'une petite dérive, hein, donc, qui consiste à dire que les mathématiques, ça peut être intéressant aussi lorsque on pratique un jeu en tant qu'activité physique. Donc je vais évoquer le domaine de la jonglerie. Alors c'est quelque chose dont j'ai l'habitude de parler. Je vais essayer de vous montrer l'apport de l'analyse mathématique et arithmétique dans ce cas précis, hein, pour comprendre un petit peu comment on peut encoder une figure de jonglerie. Démonstration à l'appui, je l'espère, hein, si le temps l'autorise. Oui, d'accord. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais parler d'un jeu à stratégie gagnante, ce qu'on appelle le jeu de nuit. Donc là, vous voyez une image capturée sur Internet, où le logo de l'émission, on le voit. Voilà, parfait. Donc voilà, vous avez un jeu dans lequel vous êtes confronté à un adversaire, et le but du jeu, c'est que au début de la partie, on a 20 bâtons. Voilà. Et vous jouez à deux, et chaque joueur peut à tour de rôle enlever soit un, soit deux, soit trois bâtons. Alors le perdant, c'est le joueur qui se retrouve avec un seul bâtonnet à la fin. Donc au début, vous avez 20 bâtonnets. À chaque fois que vous jouez, vous pouvez en enlever un, deux ou trois. Et le but du jeu, c'est de ne pas vous retrouver avec un bâtonnet à la fin. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de Nîmes. C'est le jeu des bâtonnets. C'est le cas particulier d'un jeu plus général dont je ne parlerai pas, mais voilà. Ça, c'est un truc extrêmement concret. C'est un jeu auquel on peut jouer avec des jeunes vraiment de tout âge. Et le but ici, c'est d'utiliser l'analyse mathématique et de voir comment il est possible de mettre en œuvre une stratégie gagnante. Donc l'idée ici, faisons l'analyse. Quelle configuration peut nous mener de façon certaine à la victoire? Alors là, eh bien, moi je serais tenté de dire que si on se retrouve avec 5 bâtonnets, eh bien, c'est gagné. Hein, c'est-à-dire que si c'est à vous de jouer, si c'est à l'adversaire de jouer, excusez-moi, c'est à l'adversaire de jouer, eh bien, avec cette configuration-là, vous êtes sûr de gagner, dans la mesure où vous retirez à la fois 1, 2 ou 3 bâtonnets. Alors pourquoi? Parce que si c'est au tour de l'adversaire de jouer, s'il enlève un bâtonnet, qu'est-ce que vous faites? Là, vous en enlevez 3. S'il enlève 2 bâtonnets, eh bien, vous en enlevez 2. Et s'il en enlève 3, vous en enlevez 1. Voilà. Donc en fait, si vous êtes dans cette configuration-là, et si c'est à l'adversaire de jouer, eh bien vous êtes certain de gagner. Et ben voilà. Alors, ça, c'est la configuration qui vous assure la victoire. Bon, et ce que vous allez faire, eh bien, c'est que vous allez dérouler le jeu à l'envers. C'est-à-dire que votre analyse mathématique, vous allez la faire, votre analyse logique, vous allez la faire en disant, voilà, moi il faut que j'ai ça, et puis je vais remonter en sens inverse, c'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de voir d'où il faut que je parte pour arriver à cette configuration qui assurera la victoire. Voilà, alors déjà, pourquoi 5? Pourquoi 5 au final, avant que l'adversaire ne joue? Eh bien, c'est parce que 5, c'est 1 plus 4, je ne vais pas dire le contraire. Et pourquoi le 4 est important? Eh bien, parce qu'en fait, vous pouvez enlever jusqu'à 3 bâtonnets. Et, eh bien, si vous en enlevez 1, j'en enlève 3. Si vous en enlevez 2, j'en enlève 2. Si vous en enlevez 3, j'en enlève 1. C'est-à-dire que là, on peut raisonner à chaque fois de façon à enlever 4 bâtonnets.
Voilà, et ça ne dépend pas du choix de l'adversaire. Du coup, vous pouvez faire ce raisonnement de proche en proche en faisant des groupements de 4 bâtonnets. Donc vous voyez, là, j'ai dessiné 17 bâtonnets. Alors là, il y a les 4 bâtonnets que j'ai représentés en bleu. Et, eh bien, pour les 4 bâtonnets en rouge, c'est-à-dire pour le coup d'avant, eh bien, vous menez exactement la même réflexion, savoir si l'adversaire en enlève 1, j'en enlève 3, s'il en enlève 2, j'en enlève 2, et s'il en enlève 3, j'en enlève 1. Voilà. Et donc, vous faites ça de proche en proche. Voilà. Donc là, au moment où vous avez ces 17 bâtonnets, eh bien, si c'est à l'adversaire de jouer, eh bien, l'adversaire va perdre. Hein, si vous utilisez cette stratégie. Alors, si on vous dit qu'au début, il y a 20 bâtonnets, eh bien, ça veut dire que là, vous avez un choix à faire. Déjà, il faut savoir qui commence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour arriver à 17, si vous voulez arriver à cette configuration gagnante, eh bien, il faut donc enlever 3 bâtonnets au début. Voilà. Et ça dépend évidemment du joueur qui va commencer. Et ça, si vous commencez, la réponse est claire, vous commencez par enlever 3 bâtonnets. D'accord? Si vous enlevez 3, il vous en reste 17. Et en procédant par élimination successive de paquets de 4 bâtonnets, en fonction de ce que décidera le joueur l'adversaire, eh bien vous arriverez à gagner. Alors si c'est l'adversaire qui commence, ça va dépendre de son choix. L'issue de la partie, elle est incertaine, au sens où, eh bien, si par exemple, il ne connaît pas la stratégie, d'accord? Vous jouez contre quelqu'un, et la question est de savoir si le joueur adverse connaît les mêmes choses que vous. S'il connaît la stratégie, eh bien, alors là, vous êtes sûr de perdre. Pourquoi? Eh bien, parce que s'il en enlève 3 au début, c'est vous qui vous retrouverez à commencer au moment où il vous reste 17 bâtonnets. Voilà. D'accord? En revanche, s'il commence en enlevant 1 du bâtonnet, eh bien, vous en enlevez 2 ou 1 en fonction de son choix, et vous vous ramenez justement à le faire jouer au moment où il ne resteront que 17 bâtonnets. Voilà. Alors après, évidemment, il peut en enlever 3, donc l'issue est incertaine a priori, mais il peut aussi se tromper. Il peut ne pas connaître la stratégie, en enlever 3 par coup de malchance, mais ensuite se tromper. Et dès qu'il se trompe une fois, là, vous êtes en mesure de gagner. D'accord? Voilà. Voilà. Moralité, ça veut dire que si vous commencez la partie avec ces 20 bâtonnets, vous êtes sûr de gagner. Bon. Alors, en revanche, si vous ne connaissez pas, si l'adversaire contre lequel vous jouez connaît la stratégie, eh bien, il va gagner, vous allez perdre. Hein. Mais l'adversaire peut perdre s'il se trompe une seule fois. D'accord? C'est vous qui pouvez récupérer la main, compte tenu de ce que j'ai dit. Voilà. Alors, ce jeu-là, on peut se le poser en généralisant, c'est-à-dire que là, si vous avez Grand-N bâtonnet, dans mon exemple, j'avais pris Grand-N égale 20, et si vous décrétez qu'à chaque coup, vous pouvez enlever jusqu'à P bâtonnet. Dans mon exemple, j'avais P égale 3. Et bien là, vous pouvez mener exactement la même analyse. Et là, tout se passe par rapport à quoi? Eh bien, à des groupements de P plus 1 bâtonnet. Okay. Donc, voilà, par exemple, pour n égale 13 et P égale 4, eh bien, vous faites des groupements de 5. Vous isolez le dernier bâtonnet. Et puis, tout se passe par rapport au nombre de bâtonnets qui restent une fois que vous avez donc découpé par tranche de 5. Donc, dans le cas général, en fait, tout dépend du reste de la division euclidienne de n-1, vous enlevez le premier, par b plus 1, c'est-à-dire les groupes de bâtonnets qui vont disparaître avec l'analyse que j'ai faite. Voilà. Donc, tout ceci marche bien. Alors, vous pouvez rendre le jeu à stratégie gagnante en disant, bon, on va équilibrer les choses. Par exemple, je joue contre un adversaire, et moi je dis à l'adversaire, ok, on va faire un deal. Toi, tu vas me donner, en fait, le nombre total de bâtonnets
et le nombre maximal de bâtonnets qu'on peut enlever à chaque itération. Donc, à toi de choisir grand N ou P, et moi, je te dirai si tu commences ou si c'est moi. Hein, c'est un jeu de dupes, évidemment, parce qu'en fait, en fonction de grand N et de grand P, et de petit p, pardon, eh bien, vous avez plusieurs choix possibles. Hein. Et il est vrai que si le reste de la division euclidienne de n-1 par p plus 1 est différent de 0, typiquement ce cas-là, eh bien ça veut dire que moi je commence, je décide d'en enlever 2, ou le nombre qu'il faut, en l'occurrence le reste, et puis je suis sûr de gagner. En revanche, si le reste de la division euclidienne de n-1 par p plus 1 est égal à 0, alors là je vais poliment demander à l'adversaire de commencer, et je vais gagner. Voilà, dans l'exemple que j'avais choisi au début, pour n égale 20 et p égale 3, eh bien, le reste de la division euclidienne de 19 par 4, c'est 3, d'accord? Évidemment, j'ai 3 bâtonnets au début, et bien là, c'est moi qui décide de commencer. Voilà donc un exemple de jeu à stratégie gagnante. D'accord? Alors, un deuxième exemple que vous connaissez forcément, vous y avez certainement déjà joué. J'espère que vous n'êtes pas en train d'y jouer en ce moment. Donc le jeu de morpion. Alors il y a plein de variantes du jeu de morpion. Moi je vais parler du jeu de morpion, le tic-tac-toe. Hein, c'est-à-dire en fait, vous prenez une grille 3x3 de 9 cases et chaque joueur il dispose à tour de rôle une croix, par exemple le premier joueur, le joueur 1, ou en rond dans une case. Et comme vous le savez, le gagnant c'est celui qui arrive à aligner 3 symboles, d'accord, hein, de façon diagonale, horizontale ou verticale, comme c'est désigné dans cette figure. Voilà. Alors je ne sais pas si on voit, le verre on ne voit pas très bien, c'est pas grave. Donc là, voilà, c'est le joueur qui a les croix qui a gagné. Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que je peux définir une stratégie gagnante? Est-ce que c'est possible? Ben, là encore, on essaie de réfléchir en se disant quelle est la configuration qui donnera la victoire. Alors, pour le joueur qui a une des croix, eh ben, il faut se trouver dans une situation dans laquelle vous aurez au coup d'après au moins 2 alignements possibles, ce qui conduira à la victoire si tant est que les cases dans lesquelles on peut mettre le symbole correspondant sont vides. Alors, je vous donne les configurations favorables, alors aux symétries prises. Par exemple, dans le cas numéro 1, vous avez 2 croix en haut. Alors c'est vrai que si vous renversez en fait la figure, vous aurez le symétrique. Hein. Donc moi je m'intéresse justement au cas, mais modulo les symétries qui peuvent opérer sur cet ensemble de cases. Donc vous voyez par exemple là, dans le cas 1, si j'ai 3 croix qui sont réparties comme sur la figure, eh bien là j'ai représenté en grisé les endroits qui peuvent donner lieu à un alignement. Vous voyez là, dans 2 cas, vous avez un alignement diagonal, et dans le dernier cas, avec la petite case entre les 2 croix, eh bien vous avez un alignement horizontal. Voilà. Et vous avez donc 6 cas différents, modulo les symétries, qui donnent justement une configuration gagnante. Donc, si jamais les cases sont libres. Par exemple, si vous avez 2 cases qui sont libres dans le cas numéro 1, vous avez 2 cases grises qui sont libres, eh bien ça veut dire que si c'est à l'adversaire de jouer, il va peut-être se rendre compte d'un problème, donc il va jouer dans une des 2 cases vides, et hélas, hélas pour lui, et tant mieux pour vous, eh bien vous gagnerez au coup d'après, parce qu'il restera une case disponible. D'accord? Voilà la stratégie gagnante. Voilà ce à quoi il faut arriver. Voilà. Notez que ce sont les 3 premiers cas qui sont les plus avantageux. Pourquoi? Parce que vous avez 3 alignements différents. Hein. C'est-à-dire que vous avez 3 possibilités d'avoir 3 croix alignées. Bon, alors évidemment, ça,
c'est bien gentil, mais le problème c'est que le joueur adverse il peut connaître cette stratégie et il peut vous empêcher, peut essayer de vous empêcher d'arriver à l'une de ces configurations. Alors, contrairement au jeu précédent, ici, plus le temps passe et plus le nombre de symboles augmente. D'accord? Alors qu'avant, il fallait arriver à 1. Donc c'est toujours très pratique de se dire, bon, je suis juste avant la victoire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, c'est complètement différent, parce que là, plus le nombre de coups augmente, et plus il y a de symboles, hein, plus c'est compliqué. D'accord? Et donc, eh ben, l'idée ici, c'est de faire une analyse de cas, hein, en partant du début du jeu, et en essayant de se ramener à des façons systématiques de configuration de victoire. Alors, dans un premier temps, on peut supposer qu'on commence la partie. Voilà. Et alors, de façon intuitive, c'est vrai que quand vous voyez toutes les configurations, de façon intuitive, c'est vrai que un truc qui semble logique, c'est de commencer au milieu du carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, la case qui est au milieu du carré, elle peut se retrouver au niveau de 4 alignements différents. Hein, d'accord? L'alignement horizontal, vertical et puis les 2 diagonaux. Contrairement aux autres cas, par exemple, dans un point, vous n'en avez que 3. Hein, et sur les autres cases, vous en avez 2. Donc, de façon logique, si vous commencez à jouer au centre, eh bien, pour l'adversaire, modulo toutes les symétries, il n'a que 2 possibilités, soit juste au-dessus, soit dans un point. Vous avez 2 cas de figure. Et là, vous vous dites, ben, dans le premier cas de figure, c'est-à-dire si l'adversaire est juste en haut de vous, s'il met son rond juste au-dessus, eh bien, là, ça va être cuit pour lui. Pourquoi? Parce que si vous jouez sur le point qui est juste à côté de lui, et bien au coup d'après, lui, s'il ne veut pas perdre, il est obligé de mettre le rond en bas à droite. Voilà. Et à ce moment-là, hein, parce que s'il ne le met pas là, ça veut dire qu'il perd, parce que vous avez aligné une diagonale. Et si c'est le cas, eh bien, vous avez la possibilité de gagner la partie de 2 façons différentes. Voilà. Pourquoi? Alors, là, si vous mettez votre croix dans le coin en bas à gauche, hein, eh bien, vous voyez, par rapport au grisé que j'ai dessiné tout à l'heure dans la stratégie gagnante, vous avez 2 emplacements qui sont libres, et ça veut dire en fait que l'adversaire va perdre, parce que s'il se rend compte du fait que vous avez possibilité d'aligner, lui, il va essayer de colmater la brèche à un endroit, mais ensuite, vous lui assénez le coup fatal par la suite. Voilà. Et puis, vous pouvez gagner donc en disant, ben, moi, je vais mettre la croix, non pas dans le coin, en bas à gauche, mais juste à côté de la case centrale. Et là, c'est pareil. Hein. Si vous repérez les cases grisées, ben là, vous avez 2 emplacements libres dans lesquels vous pourrez forcément donner le coup gagnant au coup d'après. Voilà. En revanche, si vous êtes là, si vous êtes dans le cadre, alors là, la victoire est passionnelle. Et là, ça dépend de l'adversaire. D'accord? Et là, ça dépend de la façon dont vous placez votre deuxième croix. Et là, il y a 4 possibilités. Alors, 4 possibilités, toujours pareil, au symétrie près. Hein, donc, votre croix, vous avez 4 emplacements possibles. Ensuite, vous retournez, et ça sera de la même façon. Et en fonction des possibilités, vous aurez une victoire en match. Donc, vous pouvez examiner ça au cas par cas. Alors, dans la première possibilité, donc, si vous avez 2 cases, 2 croix verticalement alignées, eh bien, évidemment, l'adversaire n'a pas envie de perdre et il dispose en rond de façon à vous éviter un alignement vertical. Et puis, à ce moment-là, eh bien, quelle que soit la position occupée par votre croix au coup d'après, eh bien, le jeu il va conduire à match nul. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, lorsque vous analysez les possibilités de configuration vous assurant la victoire, eh bien, à chaque fois, eh bien, vous n'aurez pas le choix entre 2 places possibles disponibles, puisqu'à chaque fois, vous n'en aurez qu'une. D'accord? Donc là, ça veut dire que, bien sûr, si l'adversaire ne souhaite pas perdre, hein, eh bien, vous terminerez sur un match nul.
Alors, dans le deuxième cas, c'est-à-dire si votre croix est en haut à droite, eh bien, là c'est pareil. Et alors là, en plus, c'est systématiquement des coups de défense. Hein. C'est-à-dire que là, moi j'ai envie de gagner, j'aurais envie de mettre ma croix en bas à gauche. L'adversaire n'a pas envie de perdre, donc il met le rond, et puis moi j'ai pas envie de perdre parce que si je ne fais rien, eh bien il va avoir un alignement vertical au niveau du coin gauche du carré. Donc je mets ma croix de façon à parer son coup, et du coup lui est obligé de mettre son rond, et ainsi de suite. Et là je vais avoir un match nul. Alors là c'est pareil, si je mets ma croix juste à côté à droite de ma croix centrale, eh bien l'adversaire est obligé de parer. Moi, je pars pour éviter une diagonale, un alignement vertical, et ainsi de suite. Voilà. Et dans la quatrième possibilité, eh bien là, c'est-à-dire si vous étiez voilà, ici, avec le point en bas à droite, eh bien là, en fonction du choix de l'adversaire, ça va dépendre. Hein, si par exemple vous êtes dans le premier cas où il met le rond à côté du précédent point, et bien là, vous êtes obligé de faire ça, et là, vous gagnez. Pourquoi? Parce que là, dans la configuration favorable, vous avez deux casiers, d'accord? Et lui, au coup d'après, de toute façon, il ne pourra pas empêcher le titre. Dans le cas numéro 2, alors là, vous avez forcément un match nul. Et dans le cas numéro 3, là, vous avez la victoire. Le cas numéro 3, hein, c'est le cas où le rond est à côté de votre croix centrale. Et à ce moment-là, si vous jouez ça, forcément, vous avez 3 possibilités, dont 2 qui sont disponibles. Donc, ça vous assure la victoire. Voilà. Alors ça, c'est dans le cas où vous jouez, vous commencez à jouer au centre. Alors, ce qui est quand même très très amusant de voir, et les experts, j'ai parlé avec un expert du morpion, on est compte pour les recherches, hein, pour lui demander ce qu'il en pensait, il m'a dit non. Ce qui est paradoxal, c'est de voir que pour commencer au morpion, il vaut mieux ne pas commencer par la case du centre. Alors pourquoi? Eh bien, figurez-vous qu'en définitive, et ça marche bien par exemple si l'adversaire ne donne pas la stratégie gagnante, si vous commencez par un des points, alors vous êtes assuré de gagner la partie dès lors que l'adversaire ne commence pas par occuper la case centrale. D'accord? C'est-à-dire que si vous commencez ici, donc sur le coin supérieur de gauche, eh bien, dès que vous choisissez, que l'adversaire choisit une autre case que celle du centre, il va perdre. Okay? Et là, vous avez 9 cases en tout, il en reste 8 au début, compte tenu que vous avez pris la case du point. Ben, ça veut dire que lui, il a 8 possibilités, et dans 7 des 8 possibilités, il perd. Voilà. Alors pourquoi? Alors le cas numéro 1, ben, vous le voyez, si vous choisissez le rond juste à côté de la croix, eh bien, vous pouvez faire en sorte qu'il perde, ça c'est évident. Vous occupez la case centrale, lui est obligé de parer, et vous retrouvez avec une configuration gagnante avec 2 occupations, avec 2 sites disponibles. Dans le cas numéro 2, c'est exactement la même chose. Dans le cas numéro 3, c'est exactement la même chose. Et dans le cas numéro 4, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc ça veut dire, essayez de vous en souvenir. La prochaine fois que vous jouez en morpion, si vous commencez, mettez votre croix ou votre rond dans un coin. Voilà. Alors, si l'adversaire commence maintenant, hein, eh bien, tout le travail qu'on a déjà fait, il est payant. Pourquoi? Parce qu'en définitive, l'adversaire commence, c'est à vous de jouer ensuite. Vous, quand vous commenciez, vous avez mené une analyse visant à regarder toutes les possibilités du joueur adverse. Et là, vous vous retrouvez à la place du joueur adverse. Donc en fait, si vous ne commencez pas, vous pouvez utiliser tout ce qui a été dit précédemment de façon à conduire à un match nul. Et là, vous avez vu que dans tous les cas de figure, il y avait, en fonction du jeu de l'adversaire, soit match nul, soit victoire. Et ça vous dit quoi? Ça vous dit par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que
eh bien, si l'adversaire commence au centre, eh bien, vous n'avez pas intérêt à jouer autre chose qu'un point. Parce qu'on a vu que lorsqu'on commençait, à jouer, voilà, dans le cas numéro 1, on était assuré l'adversaire était assuré de perdre. Donc si c'est l'adversaire qui commence, moi j'ai pas envie de jouer la case qui est juste au-dessus de lui. Voilà. Donc j'utilise toute l'analyse précédente pour arriver systématiquement à un match nul si l'adversaire commence. Voilà, donc ça veut dire que s'il commence au centre, surtout jouer dans un coin, et s'il commence dans un coin, eh bien, en vertu de ce qu'on a vu précédemment, il faut systématiquement occuper la case centrale, parce que sinon on perd. Donc là, on est dans un jeu qui n'est pas la stratégie gagnante, au sens où si par exemple vous commencez, vous n'êtes pas assuré de gagner. Ça dépend de l'adversaire. Et si l'adversaire ne connaît pas la stratégie, rendez-vous compte, si vous commencez par un point, vous avez cette chance sur lui de gagner. Alors, évidemment, si vous connaissez la stratégie, c'est autre chose. Voilà. Donc là, on essaie de mener cette analyse, d'accord, en faisant une étude à peu près systématique de cas. Hein. Voilà. Et donc, ce type d'étude, on peut le mener pour tout un tas de jeux. Alors évidemment, plus le jeu est compliqué, plus il y a de pions, s'il y a des différences entre les pions, hein, je pense par exemple au jeu d'échecs, ça peut être extrêmement fastidieux, parce qu'on peut se dire, le jeu d'échecs, on peut faire ça, on peut passer en revue toutes les possibilités. Maintenant, sachant que vous avez 10 puissance 40 possibilités, ça fait énormément de possibilités. Ça fait énormément de temps, c'est très fastidieux. Pour le jeu de morpion, vous voyez, on s'en sort. Donc maintenant, vous saurez, si vous ne saviez pas. Voilà. Alors, je passe maintenant à une activité donc, relativement ludique que j'avais proposée à des gens de collège au début. J'avais dessiné moi-même mes petits trucs en carton, et j'étais venu avec mon matériel artisanal. En leur posant la question suivante, le but du jeu c'était quoi? C'était de recouvrir un rectangle de dimension donnée entière en utilisant des carrés. Et moi, je veux faire un pavage sans recouvrement ni débordement. D'accord? C'est un petit peu comme un carrelage. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empiéter, et puis vous ne pouvez pas faire en sorte que deux carrés se chevauchent. D'accord? Donc, l'idée, c'est de faire un pavage sans recouvrement ni débordement en utilisant le moins de carrés possible. Donc, vous allez paver avec des carrés, et il en faut le moins possible. D'accord? Donc, en gros, vous avez une pièce rectangulaire, et à chaque fois que vous utilisez un carré, quelle que soit sa taille, eh bien vous payez 1 €. Donc le but du jeu, c'est de payer le moins possible. Voilà. Et donc la devinette, c'est ça. C'est quel est le plus petit nombre de carrés utilisables pour paver sans recouvrement ni débordement un rectangle de dimension entière de haut. Donc voilà, par exemple, dans le cas 8,3. J'appelle NPQ ce nombre nominal. Alors, vous voyez par exemple dans le cas 8,3, le plus petit nombre de carrés, eh bien c'est 5, c'est-à-dire que vous avez 2 carrés de taille 3,3, 1 carré de taille 2,2 et 2 carrés de taille 1,2. D'accord? Alors ça plaît beaucoup aux jeunes élèves, lorsque vous avez vos carrés de taille différentes. Le but du jeu, c'est de trouver le plus petit nombre. Donc c'est un jeu. Hein. Voilà. C'est un jeu mathématique. Voilà, alors, une petite précision, c'est vrai qu'il y a des cas qui sont relativement simples. Par exemple, si vous avez un rectangle, qui a une hauteur 1, forcément, vous pouvez utiliser que les petits carrés. Si le deuxième nombre, si Q est un multiple de P, et bien là, si Q égale KP, et bien le plus petit nombre de carrés, c'est K. Et ça, c'est optimal. En plus, si en fait les deux nombres ne sont pas promis entre eux, c'est-à-dire si ils ont un PGCD égal à K, eh bien le nombre utilisé, ça va être le même que pour les fractions réduites. D'accord? C'est-à-dire pour n de Kp et Kq, c'est n de Pq. C'est-à-dire en fait, ce nombre-là, il ne va pas souffrir d'un passage à la photocopieuse. Okay? Si vous agrandissez, ça va donner exactement la même chose, c'est logique.
Voilà, alors figurez-vous, hein, moi je me suis posé la question de façon complètement innocente. Eh bien, figurez-vous que dans le cas général, on ne sait pas calculer n de vue. Ça paraît étonnant, mais pour de grandes dimensions de rectangles, on ne sait pas. Voilà. Alors, il y a des gens qui utilisent, lorsqu'on ne connaît pas la réponse générale à une question, ils utilisent l'outil informatique. Hein, ça peut être très précis. Et pour voir les différentes possibilités. Et par exemple, jusqu'en juin 2016, voilà, le record c'est 380. Alors 380, ça je sais faire. Le plus petit nombre c'est 1. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Ah, bien sûr. Et je veux dire, pour tout, on sait faire pour les dimensions qui sont inférieures ou égales à 380. Voilà. Alors 380, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est pas très grand. Je veux dire, compte tenu des performances informatiques actuelles, 380, c'est petit. Okay. Bon, ben, c'est que le problème, il est extrêmement compliqué. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Alors, déjà, pour essayer, parce que évidemment, lorsqu'on propose ce type d'activité à un public de jeunes, on ne leur demande pas, comme ça, à froid, de calculer ce plus petit nombre dans le cas général. Okay. On leur demande d'appréhender ce qui se passe pour de petites dimensions, et puis on leur dit, est-ce que vous avez un moyen de faire? Et le moyen de faire, en fait, il est dicté un petit peu par ce dessin. D'accord? Alors, ce moyen de faire se base sur l'utilisation de la division euclidienne. Et en définitive, ça correspond à ce qu'on appelle un algorithme glouton. Alors pourquoi glouton? Glouton, parce que là, pour utiliser le moins de carré possible, vous vous dites, ben moi dès le début, j'ai envie de frapper fort. C'est-à-dire évidemment, plus le carré est grand, et plus il va recouvrir une surface qui est grande, et donc moins je vais utiliser de carré au final. Donc là, ici, vous voyez, j'ai utilisé 2 carrés 3, 3. Alors, pourquoi 2 carrés 3, 3? Eh bien, c'est très simple, parce qu'en fait, là, la longueur du rectangle, c'est quoi? C'est 8. Combien est-ce que je peux mettre de carré 3, 3? Puisque la hauteur, c'est 3. Eh bien, je vais en mettre 2. Pourquoi? Eh bien, parce que 8, c'est 2 fois 3 plus 2. Donc, en fait, je peux développer, hein, pour mener à bien cette stratégie dite gloutonne, je peux utiliser les divisions euclidiennes. D'accord? Donc l'idée c'est ça, c'est d'utiliser dès le début une aire la plus grande qui soit. Donc là par exemple, j'ai utilisé, on va dire un rectangle de Fibonacci, 8, 5. Là dans ce cas-là, voilà, je prends un carré 5, 5, un carré 3, 3, un carré de 2, et il me restera 2 carrés 1. Voilà. Donc là, avec cette stratégie gloutonne, eh bien je trouve 5 carrés en dessous. Et alors, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Eh bien, le nombre de carrés, je vais pouvoir le calculer en faisant des divisions euclidiennes successives. Vous voyez? Là, par exemple, combien de carrés 5, 5 que je vais pouvoir mettre? Eh bien, je calcule le quotient de la division euclidienne de 8 par 5. Bon, j'en ai un. Combien il me reste? Eh bien, il va me rester un rectangle vertical 3 fois 5. Et je recommence avec le rectangle 5 fois 3. Combien de carrés vais-je pouvoir mettre, carré 3, 3 vais-je pouvoir mettre? Eh bien, vous allez faire la division euclidienne de 5 par 3 et ainsi de suite. Donc vous avez une stratégie basée sur l'utilisation de divisions euclidiennes successives, hein, qui va vous donner ensuite le nombre total comme étant la somme des quotients. Okay? Donc 1 plus 1 plus 1 plus 2. Alors vous pouvez aussi avoir une approche de type fraction continue. Parce que si vous utilisez l'algorithme précédent, si vous divisez par 5 la première ligne, ça veut dire que 8 cinquièmes, c'est égal à 1 plus 3 cinquièmes. Okay? Donc 1, ça va être la partie entière de la fraction, du rationnel, et puis ensuite vous aurez plus 3 cinquièmes. Et 3 cinquièmes, vous l'écrivez comment? Vous l'écrivez 1 divisé par 5 sur 3. Et le 5 sur 3, vous pouvez l'avoir à l'itération suivante sur la deuxième ligne. Donc de proche en proche, vous obtenez ce qu'on appelle un développement en fraction continue. Ça, c'est quelque chose qu'on peut calculer pour un rationnel donné. Hein. Et la suite des nombres qui interviennent successivement, eh bien, ça vous donne finalement aussi les carrés que vous allez utiliser, hein, à des tailles données. Et donc, le nombre total de carrés
reste le même, ça va être 5. Donc ça se calcule très bien. Voilà. Alors, quand on est glouton, c'est bien, mais des fois, vous savez bien que s'empiffrer des bibliopaths, ce n'est pas la meilleure solution pour optimiser votre digestion. Là, de la même façon, cette stratégie gloutonne, elle a ses limites. Pourquoi? Prenez par exemple le rectangle 6-5. La stratégie gloutonne vous dit, je fais la division euclidienne de 6 par 5, donc j'ai un énorme carré, c'est super parce qu'il couvre une surface qui est énorme. Là, le petit problème, c'est qu'après, justement, je vais avoir une bande très très fine à recouvrir avec des carrés. Et là, je vais y perdre. D'accord? Donc, j'y gagnais a priori au début, mais finalement, cette stratégie, elle n'est pas très bonne. Et elle est moins bonne que la stratégie qui consiste à dire, moi, je vais découper avec 2 carrés 3, 3 et 3 carrés 2, 2. Donc, stratégie gloutonne, c'est 6 carrés. Stratégie optimale ici, ça va être 5 carrés. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Et vous voyez que là, si vous avez un rectangle de dimension n plus 1 fois n, et bien la stratégie gloutonne, elle va vous donner quoi? Elle va vous donner n plus 1 carré. 1 carré n fois n, et n carré 1 fois 1. Voilà. Alors, cette solution optimale, parlons-en, on se dit, ah, c'est rusé. Parce que mon rectangle 6 fois 5, c'est comme si je le découpais en 2 sous-rectangles. Un rectangle 6 fois 3, vous prenez une tranche horizontale comme ça, rectangle 6 fois 3 et rectangle 6 fois 2. Et il se trouve que 6, c'est 2 fois 3 et c'est 3 fois 2. C'est-à-dire que pour chacun des sous-rectangles, je vais avoir une solution optimale. Donc dans un cas, ça va être 2 carrés 3 fois 3, et dans l'autre, ça va être 3 carrés 2 fois 2. D'accord? Et là, dans ce cas-là, eh bien, il est curieux de constater que le plus petit nombre, c'est-à-dire n de 6, 5, pour le pavage du rectangle 6 fois 5, eh bien, ça va être le plus petit nombre relatif au rectangle 6 fois 3, et le plus petit nombre relatif au rectangle 6 fois 2. Okay. C'est donc 2 plus 3, c'est 5. Alors ça suggère que pour justement un grand rectangle, vous pouvez vous dire, ben moi je vais découper mon problème en sous-problèmes plus simples, parce que de dimension plus petite, pour lesquels j'ai des solutions, et ensuite je vais pouvoir bricoler artisanalement cette solution comme ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle la stratégie divide and conquer. C'est-à-dire en gros, je découpe, et puis je calcule, et puis je vais voir ce que me donne le plus petit nombre. Et pourrais-je en déduire que c'est la meilleure solution que je vais trouver? Hélas non. Hélas non. Parce qu'à partir de 13-11, les choses se compliquent. Voilà la meilleure solution dans le cas 13-11. Et vous voyez fleurir au milieu de grands carrés un espèce de tout petit carré 1, 1, 1. Et là, vous êtes dans le cas où vous ne pouvez pas découper cette meilleure solution en meilleure solution de sous-rectangle de dimension plus petite. Donc ça veut dire que le problème est plus compliqué que ça. Il n'est pas réductible à une stratégie d'évaluation. D'accord? Et les choses se compliquent avec la dimension. Voilà. Donc, pour résumer, je serais tenté de dire que, eh bien, pour 13 et 11, vous êtes dans un cas où le plus petit nombre de carrés, il sera forcément strictement plus petit que la somme du plus petit nombre de carrés lorsque vous découpez votre rectangle en sous-rectangle de dimension plus petite. Ok? Alors ça commence à 13 et 11 et après ça continue. Vous allez avoir plus P qui augmente, vous allez avoir des cas un petit peu compliqués. D'accord? C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir une stratégie basée sur la réduction de votre problème en des sous-problèmes plus petits. Voilà. Alors, comme je vous le disais, le problème général, il est encore ouvert à tout. On sait dire des choses, bien sûr. Mais il y a des gens qui publient dans des revues scientifiques des articles qui sont liés à ce problème. Voilà. Alors, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il existe une constante. Alors, ce résultat date d'une vingtaine d'années. Peut-être a-t-il été amélioré, peut-être connaît-on la valeur numérique, l'approximation de la valeur de cette constante. Mais voilà. En gros, ce qu'on sait, c'est que si vous avez P qui est strictement plus grand que Q, eh bien, il existe une constante, telle que le plus petit nombre,
il sera compris entre le max de P sur Q et log de P, et P sur Q plus une constante fois le Q. Voilà. Autant dire, si on en est à faire des estimations de N de PQ, ça veut bien dire qu'on n'est pas capable de le calculer. Et alors, ce P sur Q qui traîne, eh ben, il doit être forcément là. Pourquoi? Parce que c'est clair que si P est un multiple de Q, eh bien le plus petit nombre, N de PQ, c'est quoi? C'est P sur Q. Donc ça, vous devrez le payer de toute façon. Mais après, vous avez une modulation par des logs. Des logs de P, des logs de Q. Donc vous voyez, c'est quand même assez curieux. Et là, il y a une constante universelle qui traîne. Donc voilà ce qu'on s'est dit. Alors, un truc marrant, c'est que pour démontrer ça, eh bien, on utilise un raisonnement de type réseau électrique. C'est-à-dire à un pavage, vous allez associer un graphe, et ce graphe, il a des sommets et des arêtes. Les sommets sont associés à des potentiels, les arêtes, elles sont parcourues par des courants électriques, avec l'utilisation de loi d'Ohm. Voilà comment vous démontrez ça. Tout voilà. Bon, mais ça nous conforte dans l'idée que, de toute manière, hors de propos, dans le cas général bien sûr, pas dans des cas particuliers simples, d'obtenir une formule qui donne le nombre minimal de rectangles, de carrés, pour en rectangle. Donc ça a l'air très simple, mais finalement, ça donne lieu à des choses vraiment très très complexes. Et ça, voilà, je m'en doutais absolument pas lorsque, pour la première fois, il y a une quinzaine d'années, je proposais cette activité au sein d'un jumelage d'infantile à des élèves de collège. Pour moi, la réponse était évidente. Hein. Évidemment, quand on regarde le cas de dimension petite, ça paraît simple. Mais il faut se dire que c'est encore un problème ouvert à l'archive. Et on sait. Alors peut-être que depuis juillet 2015, on sait trouver le plus petit nombre pour des dimensions supérieures à 380. Et ça vous montre quand même, 380, c'est très grand. Et donc, ça veut dire que le problème est très compliqué. Vous avez vu déjà pour 13-11 la complexité du truc. Et c'est vrai que lorsque la dimension augmente, vous allez avoir un gâteau marbré avec des petites pépites comme ça qui apparaissent et qui sont au milieu de champs de carrés de dimension de grand. D'accord? Donc le problème est compliqué. Voilà. Alors maintenant, je passe à la dernière partie de ce que je voulais vous raconter. Donc, l'utilisation des mathématiques pour la jonglerie. Alors, on sait jongler depuis le temps où l'être humain s'est vu doté de bras. Donc, jongler, c'est un art qui est très ancien. D'accord? On trouve tout un tas de documents attestant que les gens ont commencé à jongler il y a très très longtemps. Bon, et si vous voulez apprendre à jongler, eh bien, la façon naturelle, hein, c'est ce qu'on sait avant, c'est vous trouvez un cours qui va vous apprendre à jongler, d'accord, qui va vous dire tu fais ci, tu fais ça, voilà, et qui vous permet d'appréhender la structure de la figure. Alors maintenant, c'est vrai que sur Internet, hein, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des tutoriels pour n'importe quoi sur YouTube. Hein, vous pouvez apprendre à fabriquer, à faire un gâteau au chocolat, à faire une kalachnikov, et à jongler aussi. D'accord? Donc, vous pouvez aussi apprendre sur Internet. Hein. Et évidemment, la façon naturelle, même si on parle de mathématiques pour la jonglerie, avant tout, il y a l'effort physique. Hein. On parle du jeu, mais dans sa dimension physique. Et là, il faut évidemment pratiquer sans se décourager. Hein, sans avoir peur d'avoir mal au dos pour ramasser les balles, hein, tout le monde est plus. Alors, où est-ce que je vais en venir? Eh bien, lorsque vous savez jouer d'un instrument, lorsque vous prétendez savoir en jouer, eh bien, il vous faut comprendre le langage de la musique. D'accord? Si vous voulez progresser dans l'art de jouer d'un instrument, eh bien, il faut connaître la partition, il faut connaître le solfège, il faut avoir en tête l'idée de la façon dont la musique est structurée, sauf si vous êtes un prodige. D'accord? Eh bien, l'idée ici, c'est de faire la même chose pour la jonglerie. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui jongle, et vous vous dites, si moi je veux comprendre comment il fait pour jongler, comment s'articule la figure, j'ai pas envie qu'il me dise, alors tu vois, tu prends ta main comme ça, tu lances ta main comme ça. Moi, j'ai envie de me dire, est-ce qu'une figure de jonglerie, elle peut être encodée de façon synthétique, au même titre qu'un morceau de musique, vous pouvez l'encoder en utilisant le langage de la musique. Voilà.
Alors, la réponse est oui. Alors, sachant que, bon, donc, comme je vous disais, la jonglerie, c'est visuel. Hein, et c'est vrai que le problème, c'est que expliquer par un texte quelque chose qui peut être complexe d'un point de vue de la gestuelle, c'est pas forcément évident. Et puis, ça peut être interprété différemment selon la source émettrice et la source réceptrice. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de trouver un langage adapté, synthétique, qui permet de décrire, de façon non ambiguë, une figure de jonglerie. Alors, la réponse à cette question, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Et le langage, c'est ce qu'on appelle le side swap. C'est une notion qui permet de décrire le rythme des lancers, la trajectoire des objets. Ça remonte aux années 80, au moment où YouTube n'existait pas, et où lorsque deux jongleurs géographiquement distants décidaient de communiquer pour se tenir au courant de leur progrès, eh bien, il fallait qu'ils utilisent le téléphone. Alors, je vais t'expliquer comment je fais pour jongler cette figure-là. Vous imaginez les notes faramineuses qui devaient payer à la fin du mois. Donc voilà, là, comme les possibilités financières étaient limitées, ils se sont dit, est-ce que moi je ne pourrais pas utiliser un langage très clair, précis, synthétique, pour pouvoir faire profiter les copains de mes progrès, puis des nouvelles trouvailles que j'aurais réussi à jongler. Ça a permis à l'époque une diffusion très rapide. Et moi, je vais vous expliquer très rapidement, justement, comment ça se passe dans le cas qu'on appelle asynchrone. Donc ça, c'est le cas où on peut lancer au plus et relancer au plus un objet de chaque main. D'accord? Alors, je passerai avec mon chapeau à la fin. Donc, évidemment, voilà, par exemple, lorsqu'on fait de la jonglerie asynchrone, ça veut dire qu'on lance et on rattrape au plus un objet. D'accord? Quand vous faites ça, c'est asynchrone. Et quand vous faites ça, c'est synchrone. Parce qu'il y a deux objets qui partent et deux objets qui arrivent en même temps. Donc la jonglerie asynchrone, c'est ce qui va nous motiver parce que c'est ce qui est le plus simple. Après, quand c'est synchrone, ça peut être plus compliqué. Voilà. En particulier, alors, vous pouvez aussi lancer plusieurs objets en même temps d'une même main, en rattraper plusieurs, et faire des pastilles. Et ça, c'est plus compliqué. Donc, la jonglerie asynchrone, c'est ça. C'est, vous décrivez le temps en disant, comme un automate, droite, gauche, droite, gauche, droite. D'accord? Vous lancez de façon systématique, alternativement d'une main et de l'autre. Je ne sais pas si je vais garder longtemps, ça va être compliqué. Donc, la main droite, si vous êtes droitier, lance au temps pair, la main gauche au temps impair. Donc, le temps, vous décrivez comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on visualise une figure de jonglerie, j'en conviens. Et on rajoute un paramètre qui s'appelle le temps de vol. Et le temps de vol, c'est quelque chose qui permet de décrire, au bout de combien de temps, l'objet que vous lancez à un temps donné avec une main va être rattrapé, soit avec la même main, soit avec l'autre main. D'accord? Donc je vais vous expliquer comment est codée la cascade à 3 balles. La cascade à 3 balles, c'est le truc le plus simple de jonglerie. Bon, ben voilà. Au temps 1, au temps 0, vous lancez. Au temps 1, vous lancez. Au temps 2, vous lancez. Et au temps 3, qu'est-ce qui se passe? La balle que vous avez lancée au temps 0 de la main droite, vous la ramassez de la main gauche et vous la relancez. Donc son temps de vol, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 moins 0, c'est-à-dire tout. Voilà. Donc pour coder la cascade à 3 balles, et bien à chaque fois, la cascade à 3 balles, c'est un truc périodique évidemment, et le temps de vol, c'est systématiquement égal à 3. Donc, le temps de vol, c'est exprimé évidemment en unité arbitraire. Hein. Donc, vous pouvez simplifier
donc ce codage de la cascade à 3 balles, comme ça, en vous disant bah, c'est asynchrone. Bon, DG, DG, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas la peine parce que je sais que les temps sont discrets. Donc en fait, il suffit de considérer la séquence 3, 3, 3. Voilà, c'est ça qui code. Alors maintenant, comme elle est périodique de période 1, est-ce vraiment la peine? Mais non, après, une fois que vous avez le motif élémentaire, vous ferez une succession de copier-coller. Voilà. Bon, généralement, une figure de géométrie elle est périodique au sens où à un moment, vous avez des motifs qui vont se répéter, vous faites à un moment la même chose, parce que sinon vous êtes trop fort. Hein. Si en 30 minutes, vous faites uniquement des trucs différents, alors là, bravo. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Donc ce que vous faites, eh bien, c'est que, voilà, pour une suite donnée, vous ne retenez que le motif élémentaire sur une période. Donc voilà. Alors finalement, le sideswap, c'est quoi? Vous regardez à chaque fois quel est le temps de vol des balles que vous lancez successivement. Hein, vous avez une suite qui généralement est périodique et vous tronquez cette suite-là sur la période. Eh bien, cette suite finie de nombres, c'est ce qu'on appelle le sideswap de la figure de jongleur. Voilà. Alors les cas particuliers, c'est par exemple, si la main reste vide, à 0. Par exemple, quand je fais ça, ma main gauche est vide. Donc je fais 0. 1. On passe d'une à l'autre. C'est pas évident. Il y en a qui disent, moi j'y arrive, mais j'y reviendrai si j'ai le temps. Et alors, celle que vous savez tout faire, je vous ai tout, c'est 2, la balle gardée. Donc le sideswap 2, c'est ça. Donc vous connaissez au moins une figure de géométrie. Alors quelques exemples. Donc, fontaine à 4 balles. Le sideswap c'est 4, c'est-à-dire copier-coller, 4, 4, 4, 4. À chaque fois, le temps de vol est 4. T égale 0, je lance. T égale 1, je lance. T égale 2, je lance. T égale 3, je lance. Et T égale 4, je rattrape. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que si le temps de vol est un nombre pair, ça veut dire que la balle reste dans la même main. Si le temps de vol est impair, elle va passer d'une main à l'autre. Hein, donc voilà. Là, 4, 4, 4, 4, ensuite 4. Donc ça fait ça. Ça. Et ensuite, vous reportez de façon périodique. Voilà, ça donne la fontaine à 4 balles. La cascade à 5 balles, eh bien c'est comme la cascade à 3 balles, le sideswap c'est 5. Le temps de vol 5. Donc, ça change de main. 5, 5, 5, 5, 5, et à t égale 5, la balle qui était lancée de la main gauche à t égale 0 est rappelée. D'accord? Donc là, vous regardez les limites. Vous voyez? Bon, c'est rapide. Yo-yo 4-2, 4-2, 4-2, 4-2. 4, 2, 4, 2, 4, 2. Alors pourquoi appelle-t-on ça le yo-yo 4-4? Pourtant, la main gauche ne fait rien. Puis après, vous pouvez. Serpent à 2 balles. Alors, là où je vais en venir pour l'apprentissage de la jonglerie, regardez le serpent à 2 balles. 3, 0, 3. Et ensuite, copier-coller. 3, 0. Pourquoi on appelle ça un serpent à 2 balles? Comme ça. Pourquoi? Voilà. Parce que ça fait une trajectoire avec le symbole infini. C'est un petit peu reptilien comme déplacement. Et alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Eh bien parce qu'un jongleur professionnel va vous dire, si tu veux apprendre à jongler à 3 balles, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien tu vas faire, d'abord tu vas commencer avec un sideswap 1. Ça a l'air de rien, c'est compliqué de faire ça machinalement, essayez chez vous. Bon. Et ensuite tu vas faire un sideswap 3-0-3. Parce que c'est plus facile de jongler à 2 balles que de jongler directement à 3 balles. Il faut évidemment avoir une.
Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce que, en fait, là, on a l'impression que c'est comme une cascade à 3 balles à laquelle il manquerait une balle. D'accord? Donc, en définitive, votre coach personnel va vous dire, tu fais 3-0-3, et puis ensuite, eh bien, le 0, tu le remplaces par un 3. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir une balle qui s'ennuie ici, eh bien, le 0 se transforme en 3, et le 3-0-3 va se transformer en 3-3-3, et sur une période de 3. Et donc, pour jongler une cascade à 3 balles, d'abord vous faites un side swap 1, ensuite vous faites un side swap 3-0-3, et ensuite vous en déduisez le side swap 3 de la cascade à 3 balles, et ça vous donne une façon d'apprentissage de la jonglerie. Alors, de la même façon, le flash à 3 balles, 5, 5, 5, 0, 0. 5, 5, 5, 0, 0. C'est pas un numéro américain, c'est juste un truc qui vous permet de faire. Alors là, avec les lumières, c'est pas évident. Un truc comme ça. Et bien, à votre avis, si vous voulez jongler à 5 balles, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par un side swap, par exemple 5, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, enfin 5, 5, 5, 0, 0. Et puis ensuite, ces trucs-là, comme le 0, 0 vous oblige à lancer plus haut, eh bien, il ne demande qu'à être complété d'abord par une balle, donc 5, 5, 5, 5, 0, et ensuite 5, 5, 5, 5, 5, et donc 5, 4, 5 balles. Donc ça vous permet d'avoir un petit programme d'entraînement qui vous permet d'avoir une difficulté qui va en croissant. Parce que jongler à 5 balles d'un seul coup, c'est pas un. Voilà, donc les side swaps les plus simples, c'est des side swaps avec un nombre entier. Donc soit une fontaine quand le nombre d'objets est une paire, soit une cascade quand le nombre d'objets est un. Voilà. Vous pouvez déduire les propriétés de symétrie de la figure si vous analysez la suite de nombres. Et par exemple, vous pouvez voir que si la séquence side swap, en fait, il y a une période impaire, par exemple la cascade, période 3, enfin période 1, puisqu'il y a 3 uniquement, c'est un caractère de code. Comme 1 c'est impair, et bien vous en déduisez que la cascade à 3 balles est symétrique, c'est-à-dire elle est indifférente à votre orientation. Si la période est paire, alors là la figure est ici. Et alors il y a un truc qu'on n'oublie pas, c'est dans ce truc-là, par exemple ici, c'est quel est le nombre de balles. Par exemple, le serpent à 2 balles, 3, 0, 3, on vous dit que c'est 2, si ce n'est le nombre. Alors, ce que vous pouvez démontrer mathématiquement, c'est que le nombre de balles jonglées, c'est la moyenne arithmétique de la séquence side swap. D'accord? Alors, par exemple, supposons que vous donniez la séquence 4, 2, 3. Eh bien, 4, 2, 3, si vous regardez un jongleur en marche, ça donne un dessin comme ça. 4, 2 et 3. D'accord? Et bien là, si vous décidez par exemple de connecter, voilà, vous changez le 4 en 3, vous diminuez d'une unité le temps de vol de la balle en bleu, et bien là, vous êtes obligé de connecter, donc d'augmenter d'une unité la balle en rouge. Donc si vous diminuez d'un côté, vous augmentez de l'autre. Ça veut dire que la somme des temps de vol ne varie pas dans une figure de jonglerie. Donc si vous ramenez par exemple à une cascade, eh bien ça veut dire que la somme, n plus n plus n, c'est égal à la somme de la suite d'objets. Voilà. Et donc vous en déduisez que le nombre de balles, c'est le side swap, enfin le nombre de balles, pardon, c'est la moyenne arithmétique de la suite du side swap. Voilà. Alors, j'aurais eu plein de trucs à vous dire. Voilà. Bon, maintenant, je terminerai en disant que ça, c'est vraiment, il y a la théorie des graphes derrière. Vous pouvez dessiner des graphes, il y a des choses, il y a des groupes de traces, il y a des choses extrêmement profondes mathématiquement, et puis en plus, ça a un aspect relativement ludique. Lorsque, justement, on utilise les mathématiques pour comprendre quelque chose qui relève d'une activité purement physique. Voilà, je terminerai par quelques proverbes, quelques textes, quelques morceaux de texte, voilà, qui montrent qu'en définitive, lorsqu'on fait les maths, eh bien, la dimension ludique, elle est essentielle. Et ça, c'est quelque chose
il faut vraiment insister. Lorsqu'on enseigne les mathématiques, on n'a pas forcément envie de donner cette dimension ludique. C'est vrai que faire l'exercice de façon un petit peu abstraite, c'est un peu pénible, c'est pas extrêmement satisfaisant. Moi, je pense qu'il est possible vraiment de montrer le côté ludique. Et c'est vrai qu'un exercice de maths, ça relève avant tout d'une devinette. D'accord? Voilà. Donc, au-delà de ça, c'est vrai que pour un matheux, travailler des heures pour résoudre une équation, pour trouver finalement la valeur d'une belle inconnue, ça peut être aussi un jeu de séduction scientifique. Voilà. Et ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre attention.